Monsieur le Président, permettez-moi de vous entretenir maintenant des problèmes qui nous tiennent à cœur au sujet des relations économiques internationales entre les pays riches, appelés communément pays développés, et nos pays appelés arbitrairement pays du tiers-monde. Je vous parle ici, bien sûr, en tant que représentant de mon pays, mais aussi en tant que dirigeant africain et ressortissant de ce qu'on appelle le tiers-monde. Au Zaïre, nous contestons cette appellation de tiers-monde qui, pour nous, n'a pas de sens logique. Car, si on veut lui trouver une définition économique, c'est-à-dire parler de pays à système capitaliste qui constitue une catégorie et de pays à système collectiviste qui en constitue une autre, cela voudrait dire que tous les autres ne sont ni capitalistes ni collectivistes, ce qui n'est pas tout à fait exact sous l'angle économique, car certains pays dits du tiers-monde suivent soit le système capitaliste, soit le système collectiviste. On ne peut non plus justifier l'appellation de tiers-monde sous l'angle géographique ni sous l'angle des populations, car le tiers-monde ne constitue pas le tiers de l'humanité, mais plutôt les deux tiers. C'est pourquoi nous trouvons qu'en fait, le terme de tiers-monde s'accompagne d'une idée de mépris, et par conséquent, cette appellation est surannée. Pour les gens qui l'ont inventée, il existe des pays qui forment le bloc de ce qu'on appelle l'Ouest, et les autres qui forment le club de ce qu'on appelle l'Est. En dehors de cela, on met tous les autres dans le même panier sous le vocable de tiers-monde. Le mépris qu'éprouvent certains pays colonialistes ne s'arrête pas là, car ils avaient commencé par appeler les pays dits du tiers-monde pays arriérés. Les auteurs eux-mêmes, trouvant ce terme trop fort, ont cru l'améliorer en lui substituant celui de pays sous-développés. Et maintenant, soi-disant pour éviter des susceptibilités diplomatiques, on nous appelle pays en voie de développement. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Je vous avoue que je n'ai jamais considéré le Zaïre, mon pays, comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur, digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont le théâtre de désordres sociaux, de grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Et c'est d'ailleurs comme cela que les spécialistes de l'économie occidentale l'entendent quand ils veulent bien l'avouer. Les États-Unis d'Amérique se trouvent à la tête du club des 10 pays les plus riches du monde. Ils l'ont prouvé en débarquant les premiers un homme sur la Lune. Mais on ne dit jamais que les 9 autres sont sous-développés par rapport aux États-Unis. On dit tout simplement comme nous qu'ils sont en retard d'équipement par rapport aux USA. Ce qui précède prouve que le concept pays en voie de développement est impropre et un faux prétexte, car chacun de nous a toujours un plus équipé et un moins équipé que lui, et que nous sommes tous en perpétuel développement, c'est-à-dire en fait en voie de développement. D'autre part, ceux qui se disent développés devraient se rendre compte de la prise de conscience par les pays sous-équipés de leurs conditions. En effet, ces derniers ont fini par comprendre que la division du monde n'est pas fonction de l'idéologie ou du degré d'industrialisation des différents pays. Le monde se divise en deux camps, les dominés et les dominateurs, les exploités et les exploiteurs. Les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale, ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé
exploiter et piller d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance? On peut en distinguer notamment 3. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, ils restent dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu que dans ce domaine précis, nous ne parlons pas le même langage. C'est pourquoi, si réellement les pays riches veulent aider les pays pauvres, ils doivent les mettre à l'abri de crédits fournisseurs, de bureaux d'études et d'experts internationaux. Je m'explique. Pour un oui, pour un non, des commerçants sans scrupules de l'Occident nous proposent des crédits fournisseurs tous azimuts. Ils peuvent vous vendre du papier, des cigarettes, de l'eau et même du vent avec soi-disant des facilités de paiement sans tenir compte de l'aggravation de votre endettement extérieur.